Les armes à sous-munitions sont un type d'arme qui fonctionne différemment de beaucoup d'autres. Imaginez, un instant, un grand conteneur, comme une grosse bombe ou un missile, qui est lancé depuis un avion ou tiré depuis le sol. Ce grand conteneur n'est pas l'arme principale en soi. Au lieu de cela, il est conçu pour s'ouvrir en l'air alors qu'il est encore très haut au-dessus du sol. Lorsqu'il s'ouvre, il libère de nombreuses bombes plus petites, souvent appelées sous-munitions ou bomblets. Ces bomblets se dispersent ensuite sur une très grande surface, couvrant parfois un espace aussi grand que plusieurs terrains de football réunis. Cette large dispersion est ce qui rend cette arme si différente d'une bombe conventionnelle unique qui explose à un endroit précis. La conception de ces armes vise à affecter une vaste zone cible en une seule fois. Les plus petits bomblets sont destinés à exploser lorsqu'ils touchent le sol, créant de nombreuses petites explosions sur toute la zone où ils atterrissent. Cela peut être utilisé contre des cibles militaires dispersées, comme des groupes de soldats ou un convoi de véhicules. Cependant, la nature même de la dispersion d'un si grand nombre de petits explosifs signifie qu'il y a très peu de contrôle sur l'endroit où chaque bomblet individuel atterrira réellement. Le vent, l'altitude et d'autres conditions atmosphériques peuvent les faire dériver loin de leur cible prévue, transformant une frappe militaire spécifique en un événement généralisé et imprévisible. Lorsque ces armes sont déployées, l'effet immédiat est une saturation massive d'une zone ciblée par des explosions. Pour quiconque se trouve dans cette zone, le danger est immense et vient de toutes les directions simultanément. Le nombre impressionnant de bomblets signifie que se mettre à l'abri d'une seule explosion ne suffit pas, car des dizaines, voire des centaines d'autres détonations se produisent tout autour. Cela crée un environnement mortel sur un vaste espace, rendant presque impossible pour quiconque, soldat ou civil, d'échapper au danger s'il est pris dans l'empreinte de l'arme. L'ampleur du bombardement immédiat est ce qui définit son impact initial et dévastateur. Le problème avec cette conception va au-delà des explosions initiales. Les bomblets, eux-mêmes, sont souvent petits, parfois pas plus gros qu'une pile ou une canette de soda. Ils peuvent être de couleur vive, ce qui, malheureusement, peut les faire ressembler à des jouets pour des enfants curieux qui ne comprendraient pas le danger qu'ils représentent. Cette apparence innocente masque un but mortel. Ils sont remplis d'explosifs et de fragments métalliques conçus pour causer un maximum de dégâts lors de la détonation. Leur petite taille et leur large distribution sont des caractéristiques clés de leur conception, mais ces mêmes caractéristiques sont également la source de leur danger profond et durable pour quiconque pourrait les rencontrer plus tard. L'une des préoccupations les plus importantes concernant les munitions à sous-munitions est leur incapacité à distinguer les cibles militaires des civils. Lorsque les sous-munitions sont libérées et dispersées sur une vaste zone, elles tombent de manière aveugle. Elles ne peuvent pas faire la différence entre un char militaire et une voiture familiale, ou entre une caserne de l'armée et une école ou un hôpital local. Si ces armes sont utilisées dans ou près de zones peuplées, il est presque certain que des civils seront blessés. Ce manque de précision est une lacune fondamentale qui met en grand péril des vies innocentes à chaque fois qu'elles sont déployées, ce qui en fait l'une des armes les plus dangereuses pour les non-combattants dans tout conflit. La vaste zone d'effet est précisément ce qui rend les munitions à sous-munitions si problématiques d'un point de vue humanitaire. Une seule bombe à sous-munitions peut contaminer des centaines de mètres carrés avec des explosifs mortels. Cela signifie que même si la cible prévue est un objectif militaire légitime, l'empreinte de l'arme peut facilement s'étendre aux habitations civiles, aux fermes et aux espaces publics voisins. Des personnes vaquant à leurs occupations quotidiennes, loin de tout combat, peuvent soudainement se retrouver au milieu d'un champ de mines mortelles créé en quelques secondes. Cette imprécision inhérente viole les principes fondamentaux du droit international humanitaire, qui exige que les attaques ne soient dirigées que contre des objectifs militaires. Pendant un conflit actif,
l'utilisation de ces armes crée un danger extrême pour les premiers intervenants et les travailleurs humanitaires. Les ambulanciers tentant d'atteindre les blessés ou les pompiers tentant de maîtriser les incendies pourraient être incapables d'entrer dans une zone saturée de sous-munitions non explosées. La présence de ces petits explosifs cachés peut arrêter les efforts de sauvetage, laissant les personnes blessées sans accès à des soins médicaux essentiels. Cela prive effectivement d'aide ceux qui en ont le plus besoin, aggravant la tragédie et la souffrance causées par l'attaque initiale. La menace ne vient pas seulement des explosions, mais aussi de la peur et de la paralysie qu'elles provoquent par la suite. En raison de cette nature aveugle, de nombreuses nations à travers le monde ont reconnu que le préjudice potentiel pour les civils l'emporte de loin sur tout avantage militaire que ces armes pourraient offrir. Le principe de distinction, pierre angulaire des lois de la guerre, exige des parties belligérantes qu'elles distinguent toujours les combattants des civils. Les munitions à sous-munitions, de par leur conception même, rendent cette distinction impossible. Leur utilisation implique intrinsèquement un risque élevé de victimes civiles, c'est pourquoi un consensus mondial se construit depuis des décennies pour interdire leur production, leur transfert et leur déploiement en toutes circonstances, afin de protéger les personnes innocentes de leurs effets dévastateurs. Un danger important des munitions à fragmentation vient de ce qui se passe après la fin des combats. Un grand pourcentage des petites sous-munitions libérées du conteneur principal n'explosent souvent pas à l'impact comme prévu. Celles-ci sont connues sous le nom de DUDS, ratés. Selon le type et l'âge de l'arme, les taux d'échec peuvent être très élevés, laissant parfois des dizaines, voire des centaines, de sous-munitions vivantes et non explosées dispersées sur le paysage pour chaque bombe à fragmentation utilisée. Ces sous-munitions non explosées deviennent effectivement des mines terrestres, créant un héritage mortel qui peut durer de nombreuses années, voire des décennies, après la fin officielle d'un conflit. Ces sous-munitions restantes représentent une menace persistante et cachée pour les communautés qui tentent de reconstruire leur vie. On peut les trouver dans les champs des agriculteurs, le long des chemins, dans les décombres des bâtiments détruits, et même dans les aires de jeux pour enfants. Leur présence empêche les gens de rentrer chez eux en toute sécurité et de reprendre leurs activités normales. Les agriculteurs peuvent être incapables de labourer leurs champs par crainte de faire détonner une sous-munition cachée, ce qui entraîne des pénuries alimentaires et des difficultés économiques. Les enfants, naturellement curieux et souvent inconscients du danger, peuvent ramasser ces petits objets parfois colorés, les prenant pour des jouets, avec des conséquences tragiques et fatales. Le processus de recherche et d'enlèvement en toute sécurité de ces sous-munitions non explosées est incroyablement lent, dangereux et coûteux. Des experts en déminage hautement qualifiés doivent méticuleusement fouiller chaque mètre carré de terrain contaminé, une tâche qui peut prendre de nombreuses années et coûter des millions de dollars. Pour les communautés des régions post-conflit, les ressources pour de telles opérations de déminage sont souvent rares. Cela signifie que les gens sont contraints de vivre avec la menace quotidienne de ces explosifs cachés, sachant qu'un seul faux pas pourrait entraîner des blessures graves ou la mort. Le fardeau psychologique sur ces communautés est immense, la peur devenant une partie constante de leur vie. L'impact à long terme sur les civils est la principale raison pour laquelle ces armes sont si largement condamnées. Le mal ne se limite pas au moment d'une bataille, mais s'étend loin dans le futur, créant des générations de victimes. Une guerre peut se terminer, mais les vestiges mortels des munitions à fragmentation garantissent que le conflit se poursuit pour la population locale bien après que les soldats sont rentrés chez eux. Dégager cette contamination est essentiel pour permettre aux communautés de guérir, de reconstruire et d'aller de l'avant, mais l'ampleur du problème semble souvent insurmontable, laissant une cicatrice permanente sur la Terre et ses habitants. En réponse aux immenses souffrances causées par ces armes, la communauté internationale a franchi une étape historique. En 2008, la majorité des nations du monde se sont réunies pour adopter la Convention sur les armes à sous-munitions. Ce traité international est un accord juridiquement contraignant qui interdit l'utilisation, la production
le stockage et le transfert de toutes les armes à sous-munitions. Les pays qui adhèrent à la Convention s'engagent à détruire leurs stocks existants et à décontaminer les zones touchées par les sous-munitions non explosées. Elle représente une déclaration mondiale forte selon laquelle ces armes aveugles n'ont pas leur place dans la guerre moderne. La Convention a été largement portée par une coalition d'organisations non gouvernementales, connue sous le nom de Coalition contre les bombes à sous-munitions, travaillant aux côtés de gouvernements favorables. Ils ont documenté l'impact horrible de ces armes sur les civils, partageant les histoires des survivants et des familles des victimes. Leur plaidoyer a mis en lumière les dommages inacceptables causés par le taux d'échec élevé des sous-munitions et leur nature indiscriminée. Cet effort populaire et diplomatique a réussi à faire de la question un impératif humanitaire, déplaçant l'attention de l'utilité militaire vers la protection de la vie et de la dignité humaine, ce qui a finalement conduit à la création et à l'adoption du traité. À ce jour, plus de 100 pays ont ratifié ou adhéré à la Convention sur les armes à sous-munitions, se liant formellement à ces règles. Ces États ont collectivement détruit des millions de stocks d'armes à sous-munitions, garantissant qu'elles ne pourront plus jamais être utilisées. De plus, le traité comprend des dispositions importantes pour l'assistance aux victimes, exigeant des États membres qu'ils fournissent des soins médicaux, une réadaptation et un soutien psychologique à ceux qui ont été blessés par ces armes. Cette attention portée au coût humain est un élément central de la mission de la Convention, qui vise à s'attaquer à la fois à la cause et aux conséquences de leur utilisation. Bien que des progrès significatifs aient été réalisés, le travail n'est pas encore terminé. Certaines grandes puissances militaires n'ont pas encore adhéré au traité, et les armes à sous-munitions continuent d'être utilisées dans certains conflits en cours, causant de nouvelles victimes et une nouvelle contamination. La norme mondiale contre ces armes est forte, mais l'adhésion universelle est l'objectif ultime. Protéger les civils des effets immédiats et à long terme des armes à sous-munitions est un objectif humanitaire essentiel. Il est vital que tous les pays se joignent au consensus mondial et œuvrent pour un monde totalement libéré de la menace de ces armes cruelles et indiscriminées.